Si on compare donc au fait qu'il sorte du néant politique, on peut dire que c'est un succès. Si on compare au sondage qui lui donnait 15, 17, 18% l'automne dernier et qui lui était monté à la tête, et c'est d'ailleurs ce manque d'humilité, ce manque de cet orgueil fou, je pense, qui a perdu Zemmour, puisqu'il parlait avec mépris de tout le monde, y compris de Marine Le Pen. Et là, d'une certaine manière, il est obligé de manger son chapeau. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu ce qui s'est passé hier soir. On le comprend d'une certaine manière, mais on veut essayer de mieux approfondir avec vous les implications, les répercussions de ce premier tour des élections. On va rapidement donner les résultats de ce premier tour. Macron 27%, Marine Le Pen 23%, Mélenchon 22%, Zemmour 7%, Pécresse 4,6%, Jadot 4,4%, Lassalle 3%, Roussel 2%, Dupont-Aignan 2%, Hidalgo 1,7% pour Hidalgo, Poutou 0,75 et Artaud 0,50. Voilà, on a fait le tour des 12 candidats de ce premier tour aux élections. Et bien entendu, on voit que finalement, les sondages ne s'étaient pas véritablement trompés. Il y a toujours cet écart entre Macron et Marine Le Pen, mais on est loin du scénario. C'est-à-dire le scénario sur lequel Mélenchon et Marine Le Pen au second tour, eh bien, ça ne s'est pas concrétisé. Non, mais ce qui est vrai, c'est que les sondages avaient indiqué dans les derniers jours une très forte poussée de Mélenchon, et elle a été encore plus forte que dans les sondages, puisque Mélenchon, qui était à 12-13% il y a encore 15 jours, est arrivé à 16,5-17% dans les derniers sondages vendredi, et il atteint près de 22% dans les résultats. Il est à 1% de Marine Le Pen. Donc, je dirais que pour Mélenchon, il lui a manqué encore quelques jours pour accéder au second tour. Mais c'est vrai qu'il y a eu... les deux favoris sont restés en tête, mais c'est le fait peut-être majeur de ce résultat, c'est la très forte poussée de Jean-Luc Mélenchon qui confirme l'enracinement, je dirais presque éternel en France, de ce courant révolutionnaire, de ce courant plébéien issu de Robespierre et qui s'est retrouvé pendant 70 ans à travers le Parti communiste et qui aujourd'hui se retrouve à travers Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce courant révolutionnaire qui fera la décision au deuxième tour. Alors, vous parlez de courant révolutionnaire, on peut aussi appeler cela, c'est ce résultat vu d'Israël, en tout cas, c'est une incroyable victoire des extrêmes, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, c'est-à-dire si on rajoute Marine Le Pen et Éric Zemmour d'un côté, ça fait environ 30%, 22% pour Mélenchon, ça veut dire que la majorité très claire de la population française vote pour les extrêmes aujourd'hui, et que de l'autre côté, eh bien, les partis traditionnels, comme le parti socialiste, 1,7% avec Hidalgo, 4,6% pour la droite, c'est une bérésina totale. Ah oui, alors je dis à peu près la même chose que vous. Quand je parle de courant révolutionnaire, Robespierre n'a jamais été un modéré. Lénine, Staline et Trotsky, puisque Mélenchon se réclame plutôt de Trotsky, n'ont jamais été des modérés. Mais ça, c'est quelque chose qui est très particulier à la France. Et la France, même si on observe ce type de tendance un peu partout en Europe, la France se distingue quand même par cette force, cette puissance incroyable des partis d'extrémistes de gauche et de droite. C'est vrai que ça, c'est la caractéristique française et c'est ce qui va faire finalement l'enjeu du deuxième tour. Un certain nombre de gens disent il n'y a pas d'enjeu au deuxième tour, finalement avant c'était la gauche contre la droite, il y avait un vrai enjeu. Non, je dirais que là on a un enjeu considérable. Est-ce que la France, 5e puissance industrielle du monde, est-ce que la France, la seule puissance nucléaire aujourd'hui dans l'Union européenne et à l'heure de cette confrontation entre les Occidentaux et la Russie, est-ce que la France va basculer du côté de l'extrême droite? C'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. En 2002, personne ne croyait que Jean-Marie Le Pen, accédant au second tour, pouvait gagner l'élection. En 2017, personne ne pensait vraiment que Marine Le Pen
pourrait gagner l'élection. Elle a fait 34% au deuxième tour. Mais cette fois-ci, les sondages donnent 51-49, 54-46 en faveur de Macron. Donc, alors ça c'est véritablement une question, parce que, encore une fois, vu d'Israël, on a du mal à comprendre comment il peut y avoir un report de voix. Et d'autant plus que l'on a entendu les discours de Mélenchon qui sont très clairs et qui n'appellent pas du tout à voter Marine Le Pen. D'où proviennent, si l'on fait un calcul simple, des 23% de Marine Le Pen et des 7% de Zemmour, ça fait 30%. D'où proviennent les 18% qui pourraient lui permettre de rivaliser avec Macron? Écoutez, d'abord, il y a 25% abstentionnistes. Donc 25% abstentionnistes, c'est beaucoup. C'est presque autant qu'en 2002. C'est presque un record. Et il peut y avoir une mobilisation au deuxième tour de gens qui ne sont pas allés voter au premier tour. Il peut y avoir aussi des gens qui ont voté au premier tour, mais qui, ne se retrouvant pas dans les deux candidats finalistes, n'iront pas voter au deuxième tour. Donc il y a un réservoir, je dirais, plein d'incertitudes. Mais c'est possible qu'une partie de l'électorat... Les appels des candidats, je dirais résiduels, parce que ceux qui ont appelé à voter Macron, ça ne représente pas grand monde. Valérie Pécresse, elle appelle à voter Macron, mais elle a moins de 5% des voix. Et on peut supposer que la plupart des gens de droite pro-Macron ont déjà voté Macron au premier tour. Et d'après les premiers sondages, l'électorat de Pécresse se répartit en 3 parties. Un tiers abstention, un tiers Macron, un tiers Le Pen. Donc ce n'est pas parce que Valérie Pécresse, 4,7%, appelle à voter Macron que vous pouvez dire il y aura 4,7% en plus pour Macron. Pareil, pour Hidalgo ne représente pas grand-chose. Les Verts voteront plutôt Macron, mais une partie s'abstiendra. Donc, de l'autre côté, et c'est la différence avec les élections précédentes, Marine Le Pen n'est plus isolée. En 2002, Jean-Marie Le Pen était un paria sur la scène politique française. En 2017, Marine Le Pen, pour la première fois, a bénéficié d'un report de voix au second tour. C'était Nicolas Dupont-Aignan. Cette fois-ci, elle a quand même un réservoir qui n'est pas considérable, mais qui est les 7% d'Éric Zemmour. Et les 7% d'Éric Zemmour se reporteront dans leur immense majorité vers Marine Le Pen. L'électorat Dupont-Aignan, qui n'est pas important, mais se reportera vers Marine Le Pen. Donc, il n'y a plus ce sentiment d'isolement. Et du côté Mélenchon, les premiers sondages donnent à peu près un tiers abstention, un tiers Macron, un tiers Le Pen, plutôt un peu plus pour Macron que pour Le Pen, mais tout dépendra de la campagne. Tout dépendra de la campagne et tout dépendra de ce que des pas vers la gauche et vers le social que fera Macron. Alors, et puis aussi de l'adoucissement de Marine Le Pen, et puis de ce front anti-Macron qu'elle veut rassembler, puisque là, elle n'est plus du tout la candidate de l'extrême droite, elle est la candidate d'un large rassemblement anti-Macron. Alors, cette poussée des extrêmes, comment on l'explique? Quel est le symptôme parce qu'on a, dites-moi si je me trompe, mais on a souvent tendance à dire, après le premier tour, on constate effectivement une poussée des extrêmes. Entre le premier et le second tour, on fait tout pour essayer de revenir dans la normalité avec des candidats comme Macron ou comme Sarkozy à l'époque ou comme Chirac en 2002. Et puis, finalement, après, on a le sentiment qu'on n'essaye pas de guérir la France de ces maux d'extrémisme. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelle est la cause de ce vote sociologique, c'est-à-dire cette analyse presque un peu condescendante et un peu d'un certain nombre d'intellectuels, de journalistes, d'hommes politiques qui disent oui, on a compris, ce sont des gens malheureux, ils sont pauvres, ouais. On va cautériser les plaies. L'électorat de Marine Le Pen est un électorat évidemment ouvriers, de gens qui sont délaissés pour compte de la crise, mais pas seulement. L'électorat de Zemmour est un électorat de gens plutôt favorisés, plutôt à l'aise socialement dans la société. Il ne faut pas sous-estimer les idées des gens, la vision idéologique. Il y a des gens qui ont une vision nationaliste. Il y a des gens qui sont exaspérés par l'immigration. Il y a des gens qui sont exaspérés par la délinquance, quelle que soit leur position. C'est pas simplement les gens qui vivent dans les cités qui sont exaspérés par la délinquance et l'immigration. Il y a des gens qui n'ont jamais été confrontés à un problème d'insécurité, mais qui sont idéologiquement, intellectuellement, moralement révoltés par l'immigration. Donc ça, ce sont des phénomènes réels. Et il y a aujourd'hui la ligne de fracture qui avant opposait finalement une gauche modérée, une droite modérée, qui à peu près était assez d'accord sur l'essentiel. La France a toujours été un système avec un pays avec un haut niveau de protection sociale, et la gauche et la droite divergeaient peut-être
sur le niveau de protection sociale, son mode de financement, etc. Là, on a un choix de civilisation, et c'est peut-être la première fois depuis 1974 où on avait d'un côté Giscard avec la droite libérale et les gaullistes, et de l'autre côté Mitterrand, allié des communistes à l'époque, on oublie ça. Bien sûr. On avait ce duel qui était un choix de société, on disait à l'époque. Hier, Marine Le Pen a dit que c'est un choix de civilisation, et c'est évidemment un choix qui s'annonce serré, mais c'est un choix de, je dirais, c'est un débat noble qui va s'ouvrir, vous voyez. C'est un débat noble entre deux conceptions de la société, deux conceptions de la nation, deux rapports à la mondialisation, deux rapports à l'économie et deux rapports à la société, à la morale, au rapport aux autres, au rapport aux étrangers, etc. Donc la France est devant un véritable choix. Ce vote, c'est un désaveu pour Emmanuel Macron ? Écoutez, Emmanuel Macron, alors c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Oui. En France, la France est un pays... Alors, malgré les institutions de la Ve République, le scrutin majoritaire, etc., parce que je sais qu'en Israël, on dit souvent « Ah, si on avait le scrutin majoritaire à la française, on aurait la stabilité. » Malgré le scrutin majoritaire... C'est pas mon cas, en tout cas, parce que chaque élection renvoie les sortants, donne un coup de pied au derrière aux sortants, et aucun sortant n'est jamais réélu. Alors, il y a eu le cas de Mitterrand et de Chirac, qui ont été réélus, mais après une période de cohabitation où ils n'exerçaient plus la réalité du pouvoir exécutif, où ils s'étaient mués en chef de l'opposition. Mais Giscard, en 81, a été battu par Mitterrand, président sortant, Giscard. Sarkozy, en 2012, a été battu par Hollande. Hollande n'a pas pu se représenter. Là, Macron fait aussi bien que Sarkozy. Il arrive à s'en sortir, à émerger et à être présent au deuxième tour, ce qui est mieux que ne pas être qualifié, ce qui est mieux que de ne pas pouvoir se représenter. Mais ses chances d'être réélu ne sont pas immenses, ne sont pas immenses. Et c'est évidemment, ça prouve l'instabilité de la politique française, où à chaque fois on veut sortir les sortants. Et il y a quelque chose dans ce peuple qui a, je le disais, qui a trait à son histoire, à la fascination pour la révolution, pour la rébellion, qui s'exprime aujourd'hui à travers Mélenchon, et dans une moindre mesure à travers Le Pen, parce que Marine Le Pen a réussi le tour de force d'apparaître comme une candidate respectable, une candidate modérée, bien élevée. Alors, justement... Car le fait qu'à sa droite ait émergé un candidat anti-système... Alors, justement, je voulais parler de ce candidat. Je voulais parler Marine Le Pen, puisque ça l'a recentré. Je voulais parler justement de ce candidat. Il nous reste une minute, Michel. Zemmour, on serait tenté de dire tout ça pour ça 7%. Écoutez, si on ne voyait pas les sondages, s'il n'y avait pas de sondage, on dirait c'est extraordinaire. Cet homme qui n'était pas dans la politique, sa première candidature, il arrive à avoir 2 millions de voix, 7% des électeurs. Si on compare donc au fait qu'il sort du néant politique, on peut dire que c'est un succès. Si on compare au sondage qui lui donnait 15, 17, 18% l'automne dernier et qui lui était monté à la tête, et c'est d'ailleurs ce manque d'humilité, ce manque de cet orgueil fou, je pense, qui a perdu Zemmour, puisqu'il parlait avec mépris de tout le monde, y compris de Marine Le Pen. Et là, d'une certaine manière, il est obligé de manger son chapeau, il est remis à sa place, mais il peut jouer un rôle important, il mange son chapeau en appelant à voter Marine Le Pen, il peut jouer un rôle important d'aiguillon de la campagne de Marine Le Pen, et comme il l'a aidé au premier tour, en la respectabilisant, il peut cette fois-ci peut-être la desservir au deuxième tour, car tous les coups de la gauche et de l'extrême gauche étaient réservés à Zemmour ces derniers temps, qui était considéré comme l'épouvantail, le nouveau Jean-Marie Le Pen, la nouvelle incarnation du fascisme. Et s'il colle trop à Marine Le Pen, il peut lui donner un peu le baiser de la mort. Eh bien, Michel Taubman, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre donc les résultats de ces élections, de ce premier tour des présidentielles. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, peut-être au lendemain du second tour, lorsque l'on se connaîtra l'identité du prochain président de la République. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel.